Merci Nancy. Bonjour à tous. Donc, je vais prendre le rôle de modératrice aujourd'hui. On m'avait demandé de pouvoir faire une présentation d'introduction sur le thème de RAID pour pouvoir présenter les principaux enjeux ainsi que le contexte international. Donc, dans ce sens-là, j'ai présenté une présentation pour vous ce matin. Donc, je vais commencer par cette présentation et ensuite on commencera avec les conférenciers qui nous parleront évidemment de des cas concrets. Donc aujourd'hui, je vous parle justement du contexte international, des enjeux de RAID, surtout en me basant sur les décisions qui ont été prises dans la conférence cadre sur les changements climatiques. Donc la présentation est faite par moi et par ma superviseure Catherine Potvin de l'Université McGill. On travaille au Panama aussi en lien avec l'Institut Smithsonian de recherche tropicale. Donc, pour vous tracer une ligne de temps, pour vous rappeler un peu les événements, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été adoptée en 1992 lors du sommet de Rio. C'est 2 ans plus tard que la Convention cadre entre en vigueur. Elle comprend pratiquement tous les pays du monde, plus de 193 pays, si je suis bien. Il y a des nouveaux pays qui se sont rajoutés depuis. Ensuite, Kyoto est adopté en 97. Puis ça prend un bon laps de temps avant qu'on puisse avoir une entrée en vigueur. Donc, il y a plusieurs étapes. Les accords de Bonn et de Marrakech qui sont pris en 99 et puis 2001. Et puis, en 2005, Kyoto rentre en vigueur. Et puis, à partir de ce moment-là, on entre dans une phase de dialogue où il y a 2 groupes de travail spéciaux qui sont formés. Donc, juste pour vous rappeler, l'objectif principal de la Convention est de stabiliser la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour éviter des perturbations causées par l'homme qui seraient dangereuses pour notre système climatique, puis de nous permettre de s'adapter à ces changements-là. En fait, les dents de la Convention, ça vient avec des engagements fermes, donc ça vient avec Kyoto, qui existe sous la Convention cadre des changements climatiques, puis c'est par Kyoto que se créera un marché de carbone. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec Kyoto? On voit que on reconnaît la responsabilité historique des pays développés dans leur comme effet sur les changements climatiques. Donc, c'est évidemment dans les émetteurs les plus grands. Puis le groupe de travail qui s'est créé en 2005, qui est le groupe de travail spécial sur le protocole de Kyoto, pour pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer suite à Kyoto. Donc, que va être l'après 2012. Donc, juste pour vous rappeler, Kyoto prévoit des réductions d'émissions pour les pays développés, mais les États-Unis n'en font pas partie. C'est aussi pour ça que un autre groupe de travail est lancé pour parler surtout de l'action concertée à long terme, donc qui implique les 193 pays membres. Donc, on voit clairement que Kyoto met des cibles contraignante pour les pays développés. Donc, on leur demande en général de réduire les émissions de 5% en dessous des niveaux de 1990. Par contre, on voit que les grands émetteurs ne sont pas nécessairement inclus
tous inclus dans Kyoto. Donc, pour le futur, pour arriver à remplir les objectifs, c'est clair qu'il faut pouvoir avancer puis prendre des cibles contraignantes. Donc, par rapport à ça, et en 2005, et on commence la négociation sur un mécanisme, le mécanisme de RED, qui vise à réduire les émissions qui viennent du déboisement et de la dégradation de la forêt dans les pays en développement. Donc, c'est toujours un mécanisme qui est en négociation aujourd'hui. Donc, pourquoi il y a tant d'intérêt dans RED? Bon, comme je disais, la proposition, le début de la négociation s'est vraiment fait à la conférence des partis à Montréal. Donc, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Costa Rica qui vont soumettre la proposition de travailler à réduire les émissions du déboisement dans les pays en développement. Donc, l'idée, ça serait en fait de permettre aux pays en développement d'être compensés pour une réduction des émissions qui viendraient du déboisement et de la dégradation de la forêt. Qu'est-ce qui est produit par la suite? C'est le rapport Stern qui a vraiment été clé pour l'engouement en fait sur le thème de RED. Le rapport Stern sur l'économie des changements climatiques nous indique que ce serait une des options d'atténuation la moins chère pour les pays développés. Donc, pourquoi le déboisement? Robert en a parlé hier, mais c'est ça, selon le rapport du GIEC de 2007, le déboisement représente environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est la deuxième plus grande source de gaz à effet de serre au niveau mondial, puis ça dépasse tout le secteur des transports. Plus récemment, on a vu, avec des nouvelles analyses, que la portion occupée par le déboisement est en diminution, mais cette diminution-là serait surtout due à l'augmentation de l'utilisation des combustibles fossiles. Pas nécessairement, il y aurait une baisse de déforestation dans les dernières années dans l'Amazonie brésilienne. Par contre, des toutes récentes données nous montrent qu'il y aurait une recrudescence de déforestation dans les derniers mois. Donc, c'est pas quelque chose de stable, mais la diminution de la portion des émissions viendrait surtout du fait que la part des émissions qui viennent des combustibles fossiles est en augmentation. Donc, pourquoi le déboisement? Parce que la moitié du bois d'un arbre, c'est du carbone. Donc, l'arbre est un réservoir de carbone. Quand on le coupe, le carbone qui est dans l'arbre est émis à l'atmosphère, soit par brûlis quand on coupe quand on coupe la forêt pour semer. Souvent, on va brûler le bois ou encore quand il est laissé sur place, les gaz à effet de serre sont émis par décomposition ou peuvent être stockés temporairement, comme Robert en parlait hier, dans les produits du bois. Donc, quand on fait du déboisement, on enlève ce réservoir-là de carbone, puis ce carbone-là se retrouve à l'atmosphère. C'est la même chose pour le carbone qui est contenu dans les sols. Les sols forestiers peuvent contenir une grande quantité de carbone. Ça peut être jusqu'à 40% de carbone de la forêt, donc 30 à 40%. Donc, quand c'est coupé pour l'utilisation des cultures annuelles, comme par exemple le riz ou des cultures annuelles, le carbone qui est dans le sol est oxydé, donc s'en va à l'atmosphère aussi, est perdu vers l'atmosphère.
Donc, le déboisement, c'est surtout un phénomène dans les tropiques. Quand on regarde les données de la FAO entre 90 et 2005, on a approximativement 13 millions d'hectares annuellement qui sont coupés, donc de forêts, surtout dans les tropiques. Donc, on peut voir que les hectares de déforestation sont surtout plus grands en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, ce qui expliquerait l'augmentation du couvert forestier, c'est surtout les plantations qu'on retrouve en Chine, la Chine qui aurait planté plus de 4 millions d'hectares entre 2000 et 2005. Donc, qu'est-ce que c'est REDD? REDD, ça vise à réduire les émissions qui viennent du déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en développement et à soutenir la conservation et la gestion durable des forêts. Donc, un point qui est essentiel à comprendre, c'est que REDD, ce n'est pas la reforestation. La reforestation et puis l'afforestation était déjà inclus dans le mécanisme de développement propre sous Kyoto. Donc ça, c'est déjà des moyens que les pays ont. Par contre, il y a beaucoup de contraintes. Dans les pays en développement, il y a très peu de pays qui ont été... les modalités sont très complexes pour pouvoir vérifier des projets. Donc, les projets de reforestation ou d'afforestation ont surtout eu lieu dans le marché volontaire, donc pas le marché d'engagement. Donc, c'est important de pouvoir comprendre que REDD, ce n'est pas la reforestation, c'est éviter le déboisement. Donc, nous sommes toujours en négociation pour la création d'un mécanisme de REDD. Un élément qui est encore à déterminer, ça va être sa position. En fait, avec les groupes de travail pour l'action concertée à long terme, on demande à tous les pays de prendre des actions. Les pays en développement, on parle d'actions d'atténuation nationalement appropriées qui va prendre en compte les besoins de développement puis des pays justement en développement. Donc, ça pourrait faire partie d'un accord global entre les pays. Donc, servir de méthode d'atténuation pour les pays en voie de développement ou encore être une mesure d'atténuation pour les pays en développement. Donc, c'est-à-dire vraiment que les pays développés les pays développés achèteraient des crédits de carbone dans le Sud. Donc, c'est aussi ça qui tarde aussi dans les négociations, à savoir si le financement va se faire par le moyen d'un fonds ou encore d'un marché. Dans l'accord de Cancun, les deux sont présents. Donc, on a toujours la porte ouverte à savoir que ça puisse fonctionner par un fonds, par un marché. Jusqu'à présent, toutes les activités préparatoires de démonstration ont été financées par des fonds, donc par les payeurs de taxes. Les gens qui valorisent beaucoup le marché, surtout l'argument, c'est surtout de dire qu'il serait pas possible de mobiliser des sommes aussi importantes d'argent si ça fonctionnerait seulement par des fonds. Effectivement, il y a au niveau de l'aide au développement, il y a toute une histoire de ça. On a des fonds qui se remplissent pas, donc aussi dans les accords, c'est bien stipulé que les actions, les activités entreprises dans les pays en voie de développement dépendent d'un financement stable et adéquat pour prendre les mesures.
Donc, c'est ça, tout ça pour dire, pour la structure du mécanisme, si c'est par le moyen d'un fonds qui sert à l'atténuation des dans les pays en voie de développement, ce serait sûrement un mécanisme serait dans un nouvel accord d'une action concertée à long terme, ou sinon, si c'est un marché, ça pourrait être quelque chose qui serait similaire au mécanisme de développement propre dans un potentiel Kyoto 2. Donc, à Bali, en décembre 2007, c'est vraiment une décision historique qui a été prise pour sur les forêts. Il faut comprendre qu'au niveau mondial, il n'y avait jamais eu auparavant un consensus pour des actions sur les forêts. Donc, la décision de Bali, qui est d'initier des activités de démonstration, ça vient, c'est vraiment une avancée spectaculaire là, pour la gestion des forêts dans le monde. Donc, la décision de Bali, justement, a stimulé beaucoup d'engouement de pays donateurs et de pays REDD. Sûrement que pour les pays donateurs, encore, c'est sûrement vu comme une potentielle option d'obtenir des réductions d'émissions qui seraient bon marché. Pour les pays REDD, c'est évidemment une façon d'obtenir du financement pour améliorer la gestion des ressources naturelles. Donc, il y a dans les principaux donateurs ou organes qui gèrent les fonds des pays, il y a le Forest Carbon Partnership Facility de la Banque mondiale, puis qui rejoint 37 pays en développement. Il y a aussi l'ONU-REDD qui rejoint 11 pays. Donc, en ce moment, il y a des projets de démonstration un peu partout. C'est vraiment en explosion. Donc, en ce moment, nous sommes vraiment dans une phase de démonstration. Donc, en décembre dernier, nous avons eu l'accord de Cancun. Donc, cet accord-là a vraiment armé le mécanisme, a vraiment fait avancer les choses sur le thème de REDD. L'accord de Cancun nous dit justement que les pays devraient collectivement s'employer à ralentir, stopper et inverser la diminution du couvert et des stocks de carbone forestier. Donc, c'est un grand avancé là-dessus. Aussi, l'accord de Cancun détermine quelles sont les activités qui vont être incluses dans ce mécanisme REDD. Donc, les activités qui sont incluses au fil des négociations. Au départ, c'était seulement éviter la déforestation. Ensuite, la dégradation a été soulignée comme un facteur qui est en augmentation pour causer des émissions. Donc, ça a aussi été inclus, on qui explique le deuxième D. Et le plus, ça réfère surtout à la conservation des stocks de carbone, la gestion durable des forêts, et puis le renforcement des stocks de carbone forestier. Donc, qu'est-ce que l'accord de Cancun demande aux pays? Il demande d'établir une stratégie nationale ou un plan d'action. Il demande aussi d'établir un niveau d'émissions de référence pour les forêts ou un niveau de référence national pour les forêts. On va en discuter un peu plus tard. Ça demande aussi de créer un système national de surveillance des forêts qui serait fiable, robuste, transparent, qui permettrait justement le suivi des forêts dans le temps et puis de pouvoir permettre la notification des activités. On demande aussi aux pays de créer un système de communication, d'information sur les garanties, qui en anglais s'appelle safeguards, si vous êtes moins familier avec le terme garantie.
Aussi, l'accord de Cancun nous parle de 3 phases, hein, parce que c'est sûr que c'est pas demain que les pays que RED va être totalement fonctionnel. Il y a beaucoup de chemin à faire. Donc, ça commence entre autres. On reconnaît que ça va commencer par une phase de préparation où les pays vont élaborer leur stratégie nationale, les politiques, les mesures, avoir un renforcement des capacités. Ensuite, une mise en œuvre pour des apprentissages, donc des projets de démonstration qui seraient axés sur les résultats. Puis encore ici, des renforcements de capacités, pour finalement arriver à un moment où les pays pourront avoir des activités qui sont axées sur des résultats et qui devraient pouvoir être mesurés, notifiés et vérifiés. Donc, pouvoir s'attaquer à la déforestation, c'est quand même assez complexe. Il faut donc, pour élaborer une stratégie nationale de RED, il faut pouvoir comprendre les causes du déboisement, pouvoir documenter entre autres des aspects économiques comme par exemple les perceptions culturelles ou les coûts d'opportunité, mais aussi dans une vision plus vaste que seulement les coûts d'opportunité. Qui inclut les patrons culturels, puis définir un cadre légal aussi pour estimer pour vérifier, pouvoir arriver à un niveau où on puisse vérifier les réductions d'émissions. Il faut pouvoir arriver à estimer les émissions du secteur de changement d'usage du sol, déterminer un niveau d'émissions de référence, puis élaborer un système de MRV, c'est mesure, notification, vérification, ou disons mesurer, faire rapport et vérifier. Donc pour s'attaquer aux causes de la déforestation, c'est un problème très complexe. Il y a des causes directes et indirectes. Par exemple, l'accroissement de la frontière agricole. Il y a aussi d'autres projets qui peuvent être en contradiction avec des objectifs de développement dans un pays. Donc, c'est quand même, c'est pas facile de pouvoir y faire face. Donc, par exemple, si des projets hydroélectriques, des routes, des mines, faut pouvoir arriver à faire un zonage territorial pour que ça prenne en compte la réduction du déboisement, de la dégradation. Possiblement penser à une réorganisation du secteur agricole, à des incitatifs à la conservation. Donc, on voit que tout ça, c'est bien loin seulement du secteur forestier. Donc, ça va bien au-delà d'uniquement le secteur forestier. Ça va toucher la gouvernance, le secteur agricole. Il y a aussi des causes indirectes comme titre de propriété, les politiques. Donc, c'est très important pour un pays RED d'avoir une volonté politique là, pour avancer dans ces enjeux-là. Donc, pour les pays, en fait, les démarches puis les expériences qu'on a eues un peu au Panama, à pouvoir assister à des réunions, des consultations, des ateliers, c'est un peu un schéma qui montre qu'est-ce qui est un peu demandé au niveau des arrangements institutionnels et des processus qui sont en branle. Donc, pouvoir s'informer, aller voir qu'est-ce qui se fait, les systèmes de surveillance ou les stratégies qui ont pu fonctionner, des plans des projets de démonstration, pouvoir l'intégrer, renforcer les capacités pour pouvoir ensuite consulter les différents acteurs, puis pour élaborer finalement une stratégie. Donc, des aspects clés pour le développement d'une stratégie RED. Un pays doit
doit décider l'échelle de mise en œuvre. Donc, est-ce qu'on va intégrer, quelles activités vont être intégrées? Est-ce que mon pays va vouloir s'attaquer au déboisement seulement, ou aussi à la dégradation, ou aussi tout ce qui est raide? Tout ça demande des niveaux beaucoup plus d'efforts au niveau de la surveillance. Donc, l'échelle de mise en œuvre. On voit, par exemple, ici, des projets pilotes. Il y a plusieurs projets pilotes. C'est vraiment un foisonnement au niveau mondial. Ça, c'est juste quelques exemples dans plusieurs pays. Un exemple bien connu, le projet Juma au Brésil, qui est dans l'État de Amazonas, où la chaîne internationale Marriott offre à ses clients de pouvoir donner $1 ou de contribuer à mitiguer, à atténuer leurs émissions. Puis ces fonds-là servent à financer, à pouvoir compenser directement des familles qui vivent dans une région protégée. Puis de pouvoir financer au niveau de l'éducation, puis de supporter économiquement des petites entreprises durables. Donc, c'est un des projets pilotes qui est en branle au Brésil. Donc, un des enjeux des projets de démonstration qui sont intégrés dans une échelle nationale, c'est le phénomène des fuites. Donc, pour mettre en œuvre, si on arrive à contrôler la déforestation dans une zone, mais que dans une autre zone du pays qui est pas sous surveillance, il y a un déplacement de la déforestation. Bon, ben la somme nette la réduction d'émissions est finalement nulle au bout du compte. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir arriver à estimer les émissions de gaz à effet de serre, puis de déterminer une ligne de base. Donc, à quoi va servir la ligne de base? Ça va servir de niveau de référence. Dans le fond, c'est les émissions qui vont te permettre de voir qu'est-ce qui serait arrivé si mon pays n'avait pas pris de mesures ou de politique. Donc, quel aurait été le scénario business as usual, on peut dire. Et ça permet de pouvoir quantifier les émissions, les réductions d'émissions. Donc, de pouvoir calculer les réductions d'émissions. Donc, quand on fait une ligne de base, on a besoin d'informations sur les changements d'usage du sol, puis aussi les changements dans les stocks de carbone qui viennent des changements d'usage du sol. Donc, quand on passe, par exemple, de forêt à pâturage, il y a des changements au niveau de la biomasse aérienne, pas au niveau des sols, mais donc il faut pouvoir les quantifier adéquatement. Donc, une des propositions, la première proposition a été une approche compensée, disons réduction compensée, qui était pour établir une ligne de base, dans le fond, de comparer la déforestation historique sur plusieurs années, puis d'évaluer s'il y a une réduction par rapport à cette moyenne-là. Je vais un petit peu vite parce que je vois que mon temps s'écoule. Donc, quelles sont les caractéristiques du système de surveillance? Les caractéristiques du système de surveillance, c'est que les émissions puissent être démontrables, transparentes, vérifiables et consistantes. Faut que ça puisse être examiné par des experts indépendants, puis que ça soit basé sur un point de référence historique. Donc, le système, ça a été rappelé que le système doit être robuste, transparent. Il y a plusieurs exemples de systèmes de surveillance. Par exemple, le projet PRODES, surveillance de la forêt amazonienne brésilienne par satellite. Ça, c'est un des systèmes qui est déjà existant au Brésil, donc qui est déjà en marche. Donc, à ce niveau-là, c'est inspirant
pour les pays de voir qu'est-ce qui a été fait ailleurs, qu'est-ce qui pourrait être adaptable au niveau national. L'Inde, par ailleurs, a un très bon système d'inventaire forestier avec plus de 4000 points d'inventaire distribués aux hasards dans le pays. Donc, c'est aussi un exemple de pays qui est très avancé au niveau de la compréhension des stocks de carbone. Il y a aussi d'autres technologies qui s'en viennent, donc le lidar aéroporté qui a été utilisé au Pérou, qui va être utilisé prochainement au Panama pour pouvoir quantifier les stocks de carbone. Puis ça, c'est toujours en fait dans le but de calibrer les méthodologies puis voir son applicabilité à plus grande échelle. Donc, le lidar, ça permet d'avoir le couvert, mais d'une façon tridimensionnelle, donc de quantifier le carbone à partir de ces images. Donc, aussi par rapport au système d'information sur les garanties. Donc, les garanties, c'est tout ce qui se réfère aux aspects plus sociaux, environnementaux, pour que RED ait le moins d'impact négatif possible, mais surtout des impacts positifs. Donc, ça prend en compte les droits des Autochtones, leur participation pleine et effective. Il y a aussi de l'information sur la protection de la biodiversité, que pour la protection des forêts naturelles, qui pourraient pas être remplacées par des plantations, par exemple. Il y a aussi de reconnaître les besoins au niveau de l'atténuation de la pauvreté dans les pays en développement, puis des besoins au niveau de l'adaptation. Donc ça, c'est un thème qui est encore sous négociation. Donc c'est le système d'information sur les garanties, ça serait pour que on puisse prendre en compte puis bien respecter les garanties lors de l'exécution des activités. Donc je vous remercie, puis j'aimerais remercier le Smithsonian, l'Autorité nationale de l'environnement du Panama, puis le Centre Global Environmental and Climate Change Center basé à McGill.